Je suis convaincu, intimement convaincu que les profils atypiques sont appelés à contribuer encore plus et autrement au monde qui nous attend, au monde de demain. Je dirais même au monde d'aujourd'hui. Ça fait à peu près 8 ans que je dis la même chose, mais j'ai l'impression que ça s'amplifie, que ça s'intensifie. Cette vidéo, elle va peut-être partir dans tous les sens. On verra. Je sais que j'ai envie de parler de certains sujets, alors reste jusqu'à la fin si jamais ces sujets te parlent. De l'identité, de comment est-ce qu'on réalise quelque chose qu'on a dans les tripes, même si on a peur. De faire confiance aussi à son intuition, pas juste à l'instinct, mais aussi à l'intuition. Déjà, je vais commencer simplement par cette distinction entre l'instinct et l'intuition. L'instinct, c'est notre part animale et l'instinct, il est basé sur de l'information qui a été stockée soit directement par nos perceptions ou soit par les personnes qui ont vécu avant nous et qui ont laissé une forme de patrimoine génétique qui nous permet d'avoir certains réflexes et un certain instinct. Exemple, devant certains animaux dangereux, tout de suite tu as certains réflexes instinctifs, des réflexes de survie qui vont te mettre dans un mode, je te donne la différence de contexte, tu vas voir une fourmi, il y a très peu de chances que tu te mettes à courir, à te défendre, à grimper à un arbre, à te cacher. Un tigre, ce sera pas du tout la même chose. Donc, on a déjà une forme d'instinct qui sait nous placer dans la chaîne de est-ce que c'est un animal qui est dangereux pour nous, pour notre survie ou pas. Et donc, en ce sens-là, c'est très différent de l'intuition. L'intuition n'a rien à voir avec l'instinct. L'instinct, c'est notre part animale. Alors, si on trace une ligne verticale entre notre part animale et notre part, on va dire, divine, spirituelle, appelons-la comme on veut, mais cette part qui touche beaucoup plus à l'esprit, à l'âme, on va avoir justement une espèce enfin une différence quand même. Le côté instinctif, il est lié à notre part animale et c'est très, très bien qu'il soit là parce qu'il va nous permettre d'avoir justement de prendre soin du petit humain, du petit ego qui va lui, nous apporter entre guillemets «ce qu'il faut» pour pouvoir continuer à vivre, continuer à faire notre expérience humaine. En revanche, l'intuition n'a rien à voir. L'intuition, ce n'est pas quelque chose qui est basé sur de l'information, c'est une forme de d'impétus, un savoir immédiat, sans précédent. C'est ça d'abord pour moi l'une des plus grandes caractéristiques de l'intuition, c'est qu'il n'y a pas de précédent. L'instinct, je peux dire, attends, j'ai vu qu'il a fait ça, il s'est comporté comme ça, donc instinctivement, je me dis, c'est pas quelqu'un de confiance. L'intuition, c'est une information qui arrive comme un téléchargement immédiat qui te donne une information très très claire sans qu'il y ait de précédent, sans qu'il y ait d'explication. Et c'est pour ça que quand tu as une intuition, quand quelqu'un te dit j'ai une intuition, la pire des choses, c'est de lui demander oui, mais pourquoi? Bah, en fait, il y a pas de pourquoi. Si la personne essaie d'apporter une réponse, en général, c'est pour ne pas décevoir, c'est pour plaire, c'est pour justifier, avoir la validation de quelqu'un, mais une intuition ne se justifie pas. Quand j'ai une intuition, et je ne me suis jamais trompé jusqu'à présent, on va dire dans mon cercle proche, quand j'ai une intuition, ma compagne, on a des manières de percevoir qui sont différentes. Des fois, je lui dis, mon intuition me dit que c'est pas une bonne personne, ou c'est pas une bonne personne pour toi, ou c'est pas une bonne personne pour notre environnement. Et il se trouve qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, on se rend compte que effectivement, c'était vraiment le cas. Pourtant, j'ai pas d'animosité par rapport à la personne, où il n'y a pas un truc qui instinctivement me dit attention, c'est juste une intuition, et ça, c'est important. Les meilleurs entrepreneurs sont des personnes intuitives. Et d'ailleurs, ce que je voulais aussi, pour faire le pont avec le sujet de cette vidéo, les profils atypiques sont des personnes qui ont naturellement une intuition beaucoup plus développée et paradoxalement, parfois un instinct très peu développé. Et je vais te dire pourquoi. Pour moi, la question de l'instinct, c'est quelque chose auquel on peut faire confiance. Et quand on a passé une bonne partie de son temps en survie, c'est-à-dire avoir des informations qui vont
on va dire, nous envoyer au corps le fait que: «Tiens, là, attention parce que ça, c'est dangereux pour ta survie», alors que ça ne l'est pas factuellement. C'est un petit peu comme si ça déréglait notre capacité à être instinctif et c'est pour ça qu'il y a autant alors j'en parle parce que c'est un sujet qui est quand même très délicat. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de profils neuroatypiques? J'ai pas les chiffres, on peut dire que ça doit mouiller si on veut, mais en tout cas, c'est une expérience qui est quand même relatée par énormément de profils atypiques, des hypersensibles, même des hauts potentiels, des personnes qui ont un niveau d'intelligence quand même assez élevé. Attention, l'intelligence, c'est mesuré d'une certaine manière, ça ne parle pas forcément de tout le spectre. Mais des personnes TDAH, des personnes autistes qui ont vécu des relations, que ce soit professionnelles ou personnelles, avec des profils pervers narcissiques. Encore une fois, même si ce n'est pas une définition clinique, mais avec des profils qui ont tiré parti de leur bonté, de leur générosité, de leur capacité aussi à élever l'autre, parce que très souvent c'est comme ça, c'est j'élève l'autre et puis moi après je me fais dépouiller. Donc ça, ce fait-là, à mon sens, il vient du fait que le fait d'être régulièrement et très souvent en survie, pourquoi? Parce qu'on doit sans arrêt s'adapter ou se suradapter, par le fait qu'on nous fait comprendre que la manière dont tu es naturellement n'est pas bonne, n'est pas adéquate, donc tu dois changer pour moi. Et c'est ce qu'on fait tous quand on est neuroatypique, neurodivergent. Donc parce qu'on a besoin de se suradapter, cette suradaptation, elle engendre des violences qui sont répétées. Les violences, elles sont minimes. Ça peut être, alors il y a des chiffres qui disent qu'on a X centaines de fois ou milliers de fois plus de remontrances, plus de commentaires négatifs quand on a par exemple un TDAH. T'y arrives pas, mais t'es nul, mais tu comprends pas, mais écoute un peu, mais t'es maladroit, etc., etc. Donc tout ça, ça fait des petits traumas répétés, ce qui emmène ce qu'on appelle des traumas complexes. Et donc notre système nerveux va réagir d'une certaine manière et ça va être globalement décorrélé de notre instinct. Parce que notre instinct, il est là pour nous apporter la survie, mais ces informations traumatiques vont nous faire croire qu'on a besoin de survivre à un endroit où, globalement, il n'y a pas de vrai danger. Il y a un danger perçu, mais il n'y a pas de danger réel. Donc déjà, pour moi, sur cette question de neuroatypie versus par rapport au pardon, tu vois, j'ai même pas pré j'ai même pas prévu de parler de ça en détail, mais c'est pas grave. Par rapport à l'instinct et par rapport à l'intuition, il va y avoir déjà, certaines choses et quand on nous dit: «Oui, mais l'intuition, mais attends, mais sur quoi tu te bases?» et que pour essayer encore une fois de t'adapter à l'autre, de répondre aux besoins de l'autre, tu vas chercher une réponse et en fait, tu te déconnectes de ton intuition. Donc pour moi, il y a déjà, ce premier point, c'est les entrepreneurs atypiques sont appelés à être vraiment dans leur intuition, à avoir les informations qui arrivent, peu importe d'où elles arrivent, peu importe ce qu'on nomme. En fait, moi, je m'en fiche de savoir, il y a tu as des courants new age qui vont appeler ça des trucs, des machins. Vraiment, je m'en fiche. Si tu as une information, l'information, elle est là pour une raison. Il y a plusieurs explications possibles, même si les explications, en vrai, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est le résultat. Une des informations, c'est de dire que, en fait, dans la dimension physique, donc qui va toucher plus à l'instinct, toutes les informations qu'on va avoir, elles sont liées à nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, etc., qui vont nous permettre de évaluer une situation et de pouvoir en tirer une conclusion. Dès qu'on est sur les parts plus spirituelles, on n'est plus limité au monde physique. On n'est plus limité à l'espace-temps, mais on est plus dans la dimension de temps-espace. C'est quoi la différence entre les deux? L'espace-temps, c'est une ligne de temps pour enfin une dimension de temps pour trois dimensions d'espace. Donc ça veut dire que la matière se déplace dans le temps et c'est ce qui nous donne cette notion voilà, de temps qui passe, etc. Dans la dimension de, on va dire, temps-espace, c'est l'inverse. On va avoir trois dimensions de temps, une dimension d'espace. Les trois dimensions de temps, ça va être le passé, le présent, le futur, même s'il n'y a que le présent qui existe vraiment. Et la dimension d'espace, c'est juste ton point de conscience qui peut se déplacer, entre guillemets, dans le temps. Donc ça veut dire que si notre point de conscience, notre conscience a cette capacité à être dans un endroit où l'espace, où le temps ne compte pas vraiment, où il n'y a pas besoin s'écoule du temps pour avoir accès à certaines choses, je pourrais avoir accès à des informations passées, présentes ou futures à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, uniquement avec ma conscience. Et donc, on l'observe, plus des personnes font un travail pour
étendre. Je vais parler plutôt d'étendre que d'élever, parce que pour moi, c'est pas vraiment une question d'élévation de conscience, mais c'est une question d'expansion de conscience. Plus la conscience va être étendue, plus on va avoir accès plus facilement à son intuition. Au point où, à un moment, notre intuition va nous paraître beaucoup plus fiable que ou notre instinct. Et pour moi, il n'y a pas besoin de choisir entre les deux. C'est vraiment avoir les deux, mais elle va nous paraître plus fiable et beaucoup, beaucoup plus fiable que notre intellect, qui a toujours un temps de retard parce qu'il doit analyser, il doit attendre d'avoir suffisamment d'informations, il doit avoir la clarté, la sagesse, etc. Donc c'est là où je pense que quand on est un entrepreneur atypique, on se doit de faire le nécessaire pour étendre sa conscience, pour pouvoir avoir accès à plus d'intuition. Parce que quand tu restes juste dans les paradigmes qui sont des paradigmes du mental, encore une fois, moi, je déteste ces termes New Age de 2D, 5D, 3D, 4D, tout ça. Moi, je vais parler d'un paradigme mental et d'un paradigme qui est plus le paradigme de l'esprit, le paradigme de l'être, le paradigme même de l'âme. Pourquoi pas? Donc, pour moi, dans le paradigme du mental, je dois tout avoir compris pour pouvoir le faire. Et encore une fois, c'est là où j'ai besoin de beaucoup d'informations. D'ailleurs, on voit bien certaines limites dans certaines pratiques. On va essayer de visualiser, mais on va visualiser que des choses qu'on connaît déjà. Il y a d'autres manières de pouvoir faire venir par l'intuition. Quand je suis dans le paradigme plutôt de l'intuition, ça veut dire que je dois aussi avoir il y a un autre paramètre qui entre en ligne de compte, c'est la question de la foi. Je ne parle pas de foi religieuse, je parle de la foi dans quelque chose qui va se produire et que je ne vois pas pour autant. Je ne vais pas compter le nombre de fois où ça m'est arrivé en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que personne lambda, voilà, qui a une vie avec des personnes du quotidien, où j'ai écouté mon intuition contre toute attente. Je peux te donner voilà, quelques éléments. Je me suis mis avec une personne et je savais qu'on allait faire un vrai bout de chemin ensemble, qu'on allait avoir des enfants, etc. Pour moi, c'était presque évident dans l'intuition. Ça a été le cas. Et notre relation n'est pas parfaite, comme n'importe quelle relation humaine mortelle, mais c'est une relation dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je me sens écouté, dans laquelle je me sens compris, dans laquelle je me sens vu dans ce que je suis. Et ça, j'ai jamais connu ça. En tout cas, à ce niveau-là. Oui, j'ai eu des bouts, etc., mais jamais connu ça à ce niveau-là. Je vais prendre aussi des fois, j'ai pris des orientations différentes. J'ai pris des orientations différentes avant qu'il se passe certaines choses professionnel, mais je peux te donner aussi quelque chose de personnel. Je déménage sur une espèce de... Alors ça faisait... j'ai toujours vécu en région parisienne. À Paris, ça faisait des années que j'habite à Paris. Et j'ai eu cette espèce d'élan intérieur de... Il faut bouger, il faut bouger, il faut bouger. C'est de l'intuition. Là, il n'y avait pas de question d'instinct, c'est de l'intuition. Je regardais autour, rien n'avait changé. Donc, aucun signal, même de signal faible qui pouvait me dire attention. Donc là, moi, je ressentais quelque chose qui me dit il faut bouger. Je bouge et vraiment quelques semaines après, on est en plein Covid, on est en confinement et ça aurait été horrible. Je pense que ça m'aurait coûté mon couple, clairement, d'avoir été enfermé dans Paris, alors que là, j'ai vécu vraiment ma meilleure vie. Donc pour moi, cette intuition, ça nous permet de prendre les meilleures décisions pour nous-mêmes quand on est un profil atypique. Oui, ça peut marcher pour tout le monde. Je parle de ce que je connais. Je suis une personne neuroatypique, donc je ne peux parler que de mon expérience. Alors les normies, ne venez pas me dire oui, mais Can, mais nous aussi on peut, il n'y a pas que les atypiques. Parce que dès que je parle des atypiques, il y a toujours des gens qui me sautent à la gorge pour dire oui, mais il n'y a pas que les atypiques, moi aussi. Ben, en vrai, je m'en fous. Moi, je parle de ce que je connais. J'ai toujours basé comment dire, mes prises de parole sur mon expérience et sur mon expertise. Pas sur des théories, ou si ce sont des théories, au pire, je le dis. Je dis, alors ça, c'est une théorie, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas expérimenté. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. En revanche, 99% du temps, je me base sur mon vécu, sur mon expérience. Je ne considère pas que mon vécu prédomine sur l'expérience d'autrui. Et moi, je ne propose pas la vérité. Je propose ma vérité. Il se trouve que ma vérité, elle rentre en phase avec la vérité de beaucoup d'autres personnes comme moi. Et c'est au fil du temps que je me dis, OK, il semblerait y avoir une forme de vérité pour les gens qui me ressemblent. J'ai toujours ce principe de précaution.
Je suis certain de ce que je vis, j'ai aucun doute sur, les expériences que je fais et après, la seule chose que je peux faire, c'est observer l'impact que ça peut avoir sur les autres. Je ferme la parenthèse. Donc, chez les profils atypiques, il va y avoir ce truc de prioriser l'intuition plutôt que le mental. C'est-à-dire que ton intuition, elle a déjà cette appréhension dans le temps de ce qui est bon pour toi, alors que même toi, tu sais pas. J'ai pris des orientations professionnelles. Je me suis dit, mec, en gros, tu vas à l'opposé de ce que tu as toujours appris, de ce qui t'a fait gagner de l'argent. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est mon intuition qui me le dit. Et est-ce que c'est flippant? C'est méga flippant. C'est plus que flippant, en fait. Et c'est là où on va arriver sur le deuxième thème. C'est super. Je me dis, tiens, je vais peut-être faire une vidéo de 45 minutes et je vais aborder trois thèmes. Et donc là, on est sur le deuxième thème, le thème de l'identité. Donc sur ce thème de l'identité, ce qui va être le plus difficile, c'est de maintenir cette identité. Tu vas découvrir de nouvelles choses, tu vas ressentir je vais juste noter, parce que sinon je vais oublier mon autre idée. Voilà. Donc c'est quand tu es justement dans ce changement identitaire. Alors je vais parler de changement identitaire, mais pour moi c'est bien plus que ça. C'est un changement de paradigme. On passe d'un paradigme plutôt le paradigme de l'ego, le paradigme du mental. Attention, on aura toujours un ego et l'ego doit avoir sa place. Je ne fais pas du tout partie des gens qui disent faut tuer l'ego. Les gens qui disent ça n'ont rien compris au fonctionnement d'un être humain. Là, ce que je veux dire, c'est que ton ego, il a sa place, certes, mais si ta vie est drivée par ton ego, elle sera drivée par tes limitations, par tes blessures, par tes peurs. Pourquoi? Parce que par essence, l'ego fonctionne en jaugeant le niveau de risque et en prenant la solution la moins risquée. Est-ce que c'est la solution la meilleure que pour toi? Il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est ta survie. C'est un petit peu comme si je te disais que tu as des parents qui s'en fichaient de savoir est-ce que tu es heureux ou pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu survives. J'ai pas dit vivre, j'ai dit survivre. Donc ça veut dire qu'ils te donnent tous les jours le même repas dégueulasse, mais qui a suffisamment de nutriments pour que tu puisses survivre. Ils te donnent juste ce qu'il faut pour survivre, c'est-à-dire tu n'as pas forcément besoin d'amis, mais tu as besoin d'être en relation avec des gens. Tu auras le minimum. Ce ne sera pas une vie agréable. Ce sera une vie de survie, mais ce ne sera pas une vie agréable. Et il suffit de... Enfin, bref, voilà, je ne vais pas reprendre une tangente, mais ce qu'on recherche, nous, c'est pas ça, c'est pas juste la survie, c'est la vie, c'est l'expansion, etc. Et donc, si l'ego prend 100% des décisions, il t'emmènera à chaque fois vers ce qui a le plus de chances d'emmener la survie. Ce qui a le plus de chances d'emmener la survie, c'est quoi? C'est le connu. Donc, pas de sortie de zone de confort, pas de sortie de zone de connu, pas trop d'aventures, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 80% de la population où la population passe 80% de son temps en mode survie. On peut regarder selon les deux angles. Simplement parce que la plupart des personnes vont faire ce qui est safe. Elles vont faire ce qui est safe. Et dès que c'est un peu dangereux, hop, on fait marche arrière. C'est pour ça que la plupart des gens ne fréquentent pas des personnes qui ne leur ressemblent pas. J'ai très bien compris ça depuis assez longtemps. Je fréquente aussi des personnes qui ne me ressemblent pas. Des personnes qui sont à mes antipodes parfois en termes... Alors, les valeurs, c'est toujours un peu difficile. Je peux fréquenter des personnes qui sont aux antipodes en termes de valeurs, mais je ne peux pas en faire des amis proches de long terme. Par contre, pour moi, c'est toujours intéressant je suis en contact avec des gens qui sont extrêmement racistes ou des gens qui le sont mais qui ne l'assument pas. Pourquoi? Et on pourrait dire, mais Can, attends, le racisme, c'est ce qu'il y a de pire. Ok, mais ces personnes-là sont humains, ils ont des peurs, ils existent, ils font partie de la société. Ce ne sont pas des gens dont on va pouvoir se débarrasser comme ça. Et c'est pas en les écrasant. Moi, je préfère qu'ils soient en contact avec moi et que leur vision de... Peu importe ce qu'ils mettent eux derrière leur peur, le racisme, que leur vision évolue en étant au contact avec quelqu'un comme moi et que moi, je puisse faire le pont entre ces personnes-là et d'autres personnes plutôt que la société soit encore fracturée. Et je ne joue pas le jeu auquel on veut nous faire jouer, c'est-à-dire ce jeu de la tension entre les personnes, entre les genres, entre les sexes, entre les religions, etc., etc. Donc, ça veut dire que bien que ça crée énormément de tension chez moi, j'ai besoin de savoir tenir dans la tension. Et c'est ce qui va te permettre d'évoluer dans ton identité.
Évoluer dans ton identité, là, je vais peut-être te choquer, je sais pas. Mais évoluer dans ton identité, ça veut dire ne pas être authentique tout le temps. Je m'explique. Je vais mettre deux niveaux d'authenticité. On reprend le principe de ta vision égotique, donc mentale, basée plutôt sur l'ego, sur la survie, etc. Et ta vision, on va dire, qui est authentique, l'authenticité radicale, l'expression la plus élevée de ton être. Pour moi, il y a deux authenticités. Il y a l'authenticité qui est je suis exactement ce que je suis, sans filtre, sans changement, sans altération de ce que je sens être sur le moment. C'est une forme d'authenticité. Pour moi, c'est pas la forme la plus élevée d'authenticité. Je vais t'expliquer pourquoi. Imaginons que tu as été blessé par des personnes et que tu as c'est même pas une peur, c'est que tu as une haine. Ah, je vais prendre un exemple qu'on peut retrouver. Tu es une femme qui a été blessée par un homme, qui a été traumatisé. Tu as toutes les raisons d'en vouloir à cet homme-là. Et puis, de fil en aiguille, cette haine d'une personne se transforme en la haine des hommes. Et donc, tu ne te sens pas en sécurité avec les hommes, etc., etc. Tout ça, c'est de l'ordre du traumatique. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a choisi. En revanche, si tu restes dedans et tu vas dire, voilà, moi, je suis authentique. En étant authentique, ce que je fais, c'est je rejette les hommes et c'est la manière pour moi d'être la plus authentique. Ou je vais prendre une autre personne qui va se dire, bah tiens, euh, moi j'ai cette manière de m'exprimer, je fais les choses comme ça et c'est comme ça que je suis authentique. Ça, c'est un piège. Dire aux personnes, soyez authentiques quand elles sont à ce niveau d'expansion de leur conscience, c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur authenticité, ça veut dire je renouvelle mes vœux avec la version la plus limitée de mon ego, qui est la plus dans la survie et qui est la plus dans la peur. Donc quand tu vas dire je suis authentique, ça veut dire j'exprime essentiellement au travers de mes peurs. L'opposé serait de je n'exprime pas du tout mes peurs, je les cache, je veux pas les voir, etc. Ça non plus, ce serait pas idéal. Là, on serait vraiment dans l'inauthenticité. Là, pour moi, il y a quelque chose quand même de juste, c'est-à-dire j'accepte mes failles, j'accepte mes peurs, oui, mais si je me définis uniquement par celles-ci, je ne suis que d'un côté de la polarité. Si je veux absolument les fuir, je suis que de l'autre côté de la polarité. Pour moi, c'est réussir à être dans l'endroit où je suis aussi en dehors des polarités. C'est-à-dire que pour moi, le niveau d'authenticité le plus élevé, c'est ce que je vais appeler l'authenticité radicale, c'est le niveau d'authenticité qu'on ne pourra jamais atteindre. Pour moi, c'est un peu comme l'horizon, tu peux tendre vers l'horizon, tu peux le regarder, mais à chaque fois que tu t'en rapproches, il ne fait que de s'éloigner. Donc il n'y a pas une authenticité à atteindre comme un but, mais tendre vers l'authenticité la plus radicale. Et radicale au sens, alors je ne sais plus c'est dans quel courant spirituel, je me demande c'est pas dans le taoïsme, bref, je ne vais pas dire de bêtises parce que c'est pas du tout mon terrain, mais où cette notion de radical, ça a une connotation assez péjorative dans le quotidien, puisqu'on quand on parle des personnes radicales, on parle de violence, on va parler d'ostracisation, on va parler de rejet de l'autre, etc. Pour moi, l'idée de radical, c'est au plus loin, au plus haut, au plus profond que je puisse aller, et avec le niveau d'implication le plus élevé, le plus profond, le plus viscéral. Pour moi, c'est ça, ça implique ça la radicalité. Donc, quand je vais parler d'authenticité radicale, c'est de dire le niveau d'authenticité le plus radical, le plus élevé, c'est celui qui se détache de juste le petit ego, de toutes mes limitations et de me dire, avec ce niveau d'authenticité radicale, ce que je vais faire, c'est pousser, pousser, pousser pour pouvoir être au plus proche de mon être le plus pur. C'est-à-dire euh, en dehors des limites, en dehors des peurs, en dehors de tout ça. Alors attention, encore une fois, pour moi, c'est pas quelque chose auquel on peut accéder en tant qu'être humain, mais on peut y tendre. Sinon, on serait des dieux. Donc, pour moi, cette idée de l'authenticité radicale, c'est de se dire, bah, en fait, je ne suis pas juste mon ego, je ne suis pas juste mes projections, je ne suis pas juste mes peurs, je ne suis pas juste mes traumas. J'arrive à aller trouver un niveau de souveraineté qui fait que j'ai même une souveraineté émotionnelle. Je dépasse mes traumas. Donc ça demande un certain niveau d'attention et de conscience dans ce qu'on fait. En ce moment, dans cette question d'authenticité radicale, je ressens qu'on est encore plus appelé
les entrepreneurs atypiques. Encore une fois, c'est mon sujet, donc ne m'en voulez pas de m'adresser qu'aux personnes que je connais. Les autres, si vous vous retrouvez dans le discours, tant mieux. Si vous ne vous retrouvez pas, eh bien tant pis. Donc, on est appelé, pour moi, à aller chercher ce niveau de radicalité. Pourquoi? Parce que quand on voit ce qui se passe, quand on voit, il y a de plus en plus de manipulations, il y a l'ombre qui est en train de remonter, on a vu les affaires Epstein et autres, on voit tout ça. Est-ce que nous, on est censé rester dans notre coin, rester dans notre truc? Quand on voit même le déploiement de l'IA avec les bons côtés et les mauvais côtés, il y a toujours 2 côtés de la pièce. Qu'est-ce qu'on est censé faire par rapport à ça? Est-ce qu'on est censé courber les chines? Je pense qu'il y a une opportunité qui se représente très rarement dans l'histoire de l'humanité, où après avoir été dans une société extrêmement normée, extrêmement structurée, qui a demandé beaucoup, 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 beaucoup de régularité, de structure, même une forme de rigidité, qui s'est amplifiée avec l'ère industrielle, où on est allé vraiment dans ce rythme effréné, et puis c'est presque un rythme mécanique, qui est très très loin du côté organique de l'humain, et encore plus de ce qui peut toucher beaucoup plus au sens, et même à l'extrasensoriel, auquel sont connectées la plupart des personnes neuroatypiques. Donc on s'est éloigné de plus en plus de notre nature. C'est pour ça que regardez combien de personnes neuroatypiques ont eu des problèmes de burn-out, addiction, des choses de dépression, etc. Un petit peu comme si la tension du monde physique par rapport à comment est-ce qu'on est structuré, ça crée trop de tension. Mais dans les moments de tension, c'est un petit peu comme une naissance, dans les moments de tension, il y a des révélations. Et pour moi, on est dans cette phase, je ne sais pas combien, pour moi, elle a commencé progressivement, elle s'est accélérée, ça s'accélère encore plus avec l'IA, et je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que ça va être un déclin? Est-ce que ça va être une explosion? Est-ce que ça va être une fracture de la société? J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est qu'on a un rôle très, très, très important à jouer. Et je dirais même un rôle capital. Parce qu'en fait, quand on voit ce qui est en train de se produire, et c'est pour ça que je pense qu'on a vraiment ce besoin de se reconnecter à d'aller chercher cette authenticité radicale plutôt. Ce qui va demander de faire évoluer son identité, c'est que la société, elle arrive au bout de son narratif. Le narratif de oui, l'industriel va permettre d'apporter du bien à tout le monde, va permettre d'apporter la nourriture à tout le monde, etc. On se rend compte que la nourriture industrielle, elle a permis de nourrir, de faire manger plus de personnes, mais pas de nourrir plus de personnes. Elle a permis de faciliter pour ceux qui avaient un peu plus accès à des facilités, mais ça a créé encore plus de tensions pour les personnes qui en avaient moins. Pourquoi? Parce qu'on les a forcés, eux, à être monoculture, à exporter, au lieu de se nourrir avec ce qu'ils vont cultiver, à l'exporter, la destruction des terres, l'appauvrissement des sols, etc., etc. Donc tout ça, on voit que, bah, en fait, on ne fait pas mieux que la nature à plein, plein, plein d'égards. Et qu'à chaque fois qu'on croit avoir touché à une évolution, en fait, on se rend compte que c'était une régression. Mais seulement, la plupart des personnes qui sont des profils neuroatypiques, qui ont été pour la plupart pionniers dans, on va dire, tout ce qui va être euh, les luttes, en fait, pour la cause animale. D'ailleurs, il me semble que c'est une personne autiste qui a justement été l'une des premières à faire, comment dire, à mettre en avant les conditions pour les bœufs, les animaux, etc., pour le bétail. Donc, une certaine sensibilité, la reconnaissance que l'être en face, c'est un être qui est égal et qui n'est pas inférieur, etc. Et quand on est dans une vision plutôt mentale, égotique, forcément, on a un rapport qui est plutôt un rapport de domination, soumission, de c'est mes ressources, j'en prends autant que j'en ai besoin, et puis après moi le déluge. Quand on a une perception qui est étendue, c'est-à-dire qui ne se limite pas au présent, forcément on a une perception du futur mais en fait, je ne peux pas faire ça, ça aura un impact pour après. Et puis, je ne peux pas faire ça. Il y a des personnes qui se sont battues ou qui se sont sacrifiées même pour que je puisse avoir droit à ce que j'ai. Donc pour moi, ça fait partie des choses qui sont très subtiles, dont on n'a pas forcément besoin de parler, mais qui vont rassembler l'essentiel des personnes neuroatypiques. J'ai fréquenté des milliers de personnes neuroatypiques. J'en ai accompagné plus de 600, 700.
Quand je dis accompagner, c'est pas, juste, en distance, c'est vraiment, je connais leur nom, je connais leur visage, je connais leurs problématiques. Elles m'ont partagé des choses qui sont intimes et donc ça donne une certaine proximité par rapport à tout ça. Donc pour moi, aujourd'hui, ça nous demande de nous positionner. Je me positionne et c'est pas évident. Se positionner, ça implique forcément un shift identitaire parce que si on se laisse aller à comment est-ce qu'on a été formaté, comment est-ce qu'on a été élevé, comment est-ce qu'on s'est structuré, forcément, ça nous pousse à aller dans une certaine direction. Moi, la direction que je prends, forcément, c'est une direction qui challenge parce qu'elle challenge l'ordre établi au global, elle challenge l'ordre établi en moi, elle challenge les manières dont j'ai appris à faire les choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même été accompagné beaucoup par des neuroatypiques qui ne le savaient peut-être pas à l'époque. Sam Ovens, il est autiste très clairement et très clairement au potentiel. Scott Holford, il est TDAH et probablement autiste. Taki, il est TDAH pour sûr. Taylor Welch, il est autiste, ça c'est certain. Et très probablement au potentiel. James, il est très fortement au potentiel et probablement autiste. Donc je me suis rendu compte que je me suis quand même entouré de personnes qui sont neuroatypiques chez mes coachs, chez mes mentors. Par contre, c'est pas parce qu'ils sont neuroatypiques qu'ils sont affranchis. Ce que j'appelle affranchi, c'est j'ai compris mon mode de fonctionnement, j'arrive à fonctionner tel que je suis, je me libère des carcans dans lesquels on m'a mis et j'arrive aussi à véhiculer, à incarner et à véhiculer quelque chose qui est là-dedans. Alors c'est génial de voir certaines personnes qui ont fait le switch. Depuis qu'un de mes mentors, Taki, a découvert qu'il était TDAH, il a vécu une phase de down et là il est dans son up. Et son up, c'est quoi? C'est je suis pleinement moi-même, j'incarne pleinement qui je suis, j'accepte mes bizarreries et je ne m'excuse pas et j'apporte une autre vision du monde. Des personnes comme ça, pour moi, elles sont en mission. Peu importe qui se définissent comme telles ou pas, peu importe qui captent ce qu'il y a derrière, même à un niveau énergétique ou vibratoire, parce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Scott Holford l'est carrément. Taylor Welch, lui, il a pris plutôt le côté religieux duquel il vient aussi à la base. Mais Taki, absolument pas. Il rejette même tout ce côté-là qui peut être euh, ésotérique ou comment dire, religieux ou même, peu importe, tous ces aspects-là, il les rejette. J'ai collaboré avec Harry Roselmack. Harry Roselmack, pour moi, c'est une force du bien qui s'est progressivement découvert. Parce qu'à l'époque où je bossais avec lui, moi, je percevais des choses et je me disais, je ne sais pas s'il perçoit en lui ce que moi je perçois. Et il a commencé à écrire des livres sur la cosmologie, sur là, la relation à Dieu, l'amour, etc. Et je me dis, voilà, génial, c'est quelqu'un qui est en mission. Alors, est-ce qu'on est obligé de parler de Dieu, parler d'amour, etc. Quand on est neuroatypique pour être en mission? Absolument pas. Être en mission, ça veut dire avant tout incarner qui on est. Donc ça veut dire, à partir du moment où je découvre qui je suis, j'arrive à incarner pleinement qui je suis et à faire ce que je suis. Faire ce que je suis, ça veut dire le faire et le prolongement de l'être. Et c'est comme ça que les gros changements vont apparaître. Par contre, ça demande de faire un shift identitaire. Et ce shift identitaire, il peut être super difficile. C'est quoi qui va définir la capacité des personnes à faire ce shift ou à le faire avec plus ou moins de puissance? C'est un, réussir à tenir dans l'inconfort. Tenir dans l'inconfort, pour moi, ça parle plutôt de ta résistance. Quand tu vas, j'en ai vu plein des personnes. J'ai vu notamment, je peux nommer, hein, c'était Anthony Nevo, je crois, Nevo, je crois que ça s'appelle. Quelqu'un qui était plutôt sur l'e-commerce à la base, je crois. Puis après, il a canalisé un livre pendant le Covid et il parlait beaucoup de spiritualité, etc. Puis ensuite, il y a souvent le rappel, et vous avez peut-être vu chez vos coachs préférés, il y a souvent le rappel de bah ouais, mais ça génère pas autant d'argent que j'en faisais avant. Et c'est là où ça te demande d'avoir la capacité à tenir dans l'inconfort. Ce en quoi je crois, c'est que quand tu sers quelque chose de plus grand, moi maintenant je dis que je sers Dieu, pas Dieu religieux, mais le Dieu comme une intelligence qui est là en toute chose, qui est en nous, qu'on représente plus ou moins en fonction des choix qu'on fait, qui est dans la nature, etc. Attention, je fais pas de prosélytisme, je ne promeux aucune religion,
Mais aujourd'hui, pour moi, c'est ma conviction personnelle. Donc là, ce que j'affirme, c'est une conviction personnelle qui n'a rien à voir avec la manière dont je coach les personnes, etc. Mais cette conviction personnelle, c'est que je sers Dieu. Et servir Dieu, pour moi, ça veut dire servir quelque chose de noble, quelque chose de plus grand et quelque chose qui peut aussi me soutenir. Et je l'ai vu, d'ailleurs, je sens de l'émotion qui vient, mais je l'ai ressenti dans les moments qui ont été difficiles. À partir du moment où je m'en suis remis à Dieu en disant, remettre à Dieu, c'est pas j'abandonne ma souveraineté, mais c'est il y a des moments où je sais que je peux porter et il y a des moments où je dois me laisser porter. Tout s'est déroulé comme ça devait se dérouler. Comme justement, ça a pu m'apporter un meilleur plan. Et quand on veut tout contrôler avec son petit ego fragile, en fait, on va pas vers le meilleur plan pour soi. On va vers le plan qui nous paraît le plus safe, mais on va pas vers le meilleur plan pour soi. Le meilleur plan pour soi, ça peut impliquer un effondrement. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'effondrement? Et les personnes qui sont le plus à même de savoir tenir dans cet inconfort, de savoir tenir cette tension, ce sont les personnes qui ressortent victorieuses de l'autre côté. Parce que à partir du moment où tu as cette tension, une tension, une tension, une tension, une tension, une tension, la tension, elle est tellement forte que si tu ne sais pas tenir dedans, à un moment, tu vas revenir dans l'ancien. Tu vas dire, c'est trop pour moi, j'arrête. Ça, c'est la première chose. C'est ta capacité à tenir dans la durée et dans l'intensité de la tension. Deuxième point, c'est justement ta capacité à accueillir plus ou moins de tension, ce qui n'est pas la même chose. Tu peux accueillir un niveau de tension pendant très longtemps, mais à un tout petit niveau. Dès que ça devient plus intense, tu abandonnes. Tu peux accueillir avec beaucoup d'intensité, mais très peu longtemps. Et dès que ça dure un peu trop longtemps, tu abandonnes. Ça demande de savoir tenir dans l'intensité et dans le temps. Et c'est ça qui va créer, qui va te permettre d'avoir accès à ta nouvelle identité. Ça veut dire quoi? Moi, je fais un peu comme dans les jeux vidéo, tu vois, c'est quand tu choisis un personnage dans les jeux type MMORPG. Quand tu choisis un personnage, que ce soit un mage, un elfe, un sorcier, un guerrier, un orc, peu importe. Quand tu vas choisir un type de personnage, ce personnage, il vient avec déjà peut-être des capacités. Mais ces capacités, elles ne sont pas suffisantes pour aller jusqu'au bout de la mission. Il y a besoin d'aller prendre des artefacts. Et tu vas prendre les artefacts qui sont les plus en phase avec ton identité ou avec ton être plus qu'avec l'identité. Ce qui va renforcer l'identité. Le mage, il va pas ne faire qu'empiler des épées et des boucliers et des armes parce qu'en fait, il va essayer d'être quelqu'un qu'il n'est pas et il va s'alourdir et il n'aura pas la carrure, il n'a pas l'ossature, il n'a pas la colonne vertébrale pour pouvoir porter tout ça. Le guerrier qui est taillé pour être un guerrier, il va pouvoir prendre une épée, puis une autre, puis un truc, puis un bouclier, puis un machin, et au contraire, ça va lui donner encore plus de puissance, plus d'aura, plus de capacité à se protéger. Par contre, le mage, lui, s'il va dans la bonne forêt, s'il va chercher les bonnes plantes, s'il va chercher les bons trucs et qu'il peut faire ses sorts, là, à partir de ce moment-là, il est cohérent et congruent par rapport à qui il est. Et donc, moi, quand je change d'identité, quand je fais ce shift identitaire, je dois aussi m'entourer d'artefacts. Les artefacts, ça ne remplace pas le changement identitaire, ça vient l'ancrer, ça vient le faire tenir dans le temps. Je te donne un exemple. Si je me dis, OK, je suis Khan et maintenant dans mon identité, je suis quelqu'un de sportif. Ça veut dire quoi, je suis quelqu'un de sportif? Ça veut dire que je vais peut-être, premier artefact, une croyance, une phrase. Premier artefact, c'est en tant que sportif, c'est quoi ma vérité? En tant que sportif, ma vérité, c'est qu'il ne se passe pas un jour sans que je fasse du sport. Je le mets en positif. Chaque jour, je fais du sport. Que ce soit une minute ou 45 minutes ou 90 minutes, chaque jour, je fais du sport. C'est ce que je fais, c'est qui je suis. Donc, à partir du moment où je l'ancre, si je ne fais pas ça et je me dis juste, voilà, je suis sportif, je commence lundi. Ah non, je suis sportif, je commence lundi déjà. T'es pas sportif, c'est-à-dire que t'es pas sportif jusqu'à lundi. Déjà en termes d'identité, tu commences à poser une identité, elle est déjà ruinée par une décision. Ensuite,
Quand tu as raté ton lundi, attends, je veux commencer, bonne semaine. Team TDAH, vous connaissez ça. Je veux commencer, bonjour, bonne semaine. Bah non, puis je commencerai quand je serai rentré. Puis je commencerai après les fêtes. En fait, là, tu n'es pas en train d'ancrer l'identité. Tu es en train d'ancrer des excuses et en train d'ancrer le fait que tu n'aies pas cette identité et probablement que tu ne peux pas t'identifier à cette identité. Par contre, si j'y vais tout de suite, c'est bon, je prends mes trucs. Ouais, mais j'ai que des chaussures de ville, on s'en fout, c'est pas grave. Je vais me mettre pieds nus, je vais faire ce que je peux, mais j'y vais. J'incarne le sportif. Je deviens le sportif, je n'ai pas d'autre choix, mon corps n'a pas d'autre choix que d'incarner ce sportif, mon identité n'a pas d'autre choix que de se plier au fait que je suis ce sportif. Je suis ce sportif. Je ne fais pas du sport, je suis ce sportif et donc je fais du sport. Le faire est la conséquence de l'être, c'est pas ce qui précède l'être. Donc, enfin, je dis ça, attention, la décision, et une fois que je fais des choses, ça peut venir ancrer. Mais ça part déjà de l'être et de cette décision. Donc moi, en ce moment, par exemple, j'ai parlé d'un artefact. Là, ça va être la croyance, ça va être les actions que je mets en place, ça peut être l'environnement. Typiquement, en ce moment, et on arrivera sur le troisième, ça fait la transition avec la troisième thématique. En ce moment, je suis en train de faire une évolution, un changement identitaire. Par le passé, quand je dis par le passé, c'est jusqu'à il y a 9 ans, 10 ans, mes changements identitaires étaient subis, il m'arrive un truc et donc je change. Aujourd'hui, ils sont anticipés et ils sont conscients et déclenchés. Donc, qu'est-ce qui se passe en termes d'identité? Pour moi, dans l'identité, et l'identité on va dire, la fibre créative, artistique a toujours été là en moi. Il y a un moment, je l'ai rejetée parce qu'elle a créé de la souffrance. Ah merde, être un artiste, ça fait que je me fais avoir, qu'on me vole de l'argent, que je sais pas, je suis illettré au niveau argent, etc. Et donc, je suis devenu business. Et puis, de fil en aiguille, je suis allé vers quelque chose de plus organique dans le coaching et j'ai trouvé ma place dedans. Mais toujours en me disant, il y a ces deux côtés qui me plaisent. Le côté business coaching et le côté travail de l'être. Et progressivement, le travail de l'être, il a pris de plus en plus de place. Mais l'artiste était toujours relayé au second, voire troisième plan. On va dire que c'était beaucoup plus, non pas l'artiste, mais le créatif qui était là. Et je fais une différence entre les deux. Le créatif, il met sa créativité au service de quelque chose. L'artiste, il est là dans l'expression de son être, de son âme, incarner son message. Là, pour moi, ce à quoi je suis appelé, c'est d'incarner encore plus l'artiste. Est-ce que ça fait sens pour moi intellectuellement? Absolument pas. Et c'est ce qui est flippant. Est-ce que j'ai peur? Oui. Je crois que tous les 2-3 jours, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'avais quelque chose qui fonctionnait bien, mais je me suis dit la même chose il y a 3 ans, et je me suis dit la même chose 3 ans auparavant, et je me suis dit la même chose 4 ans auparavant. J'avais quelque chose qui fonctionnait bien, et là, je suis en train de le changer parce que je ressens l'appel de quelque chose d'encore plus profond, de servir encore plus le message, de toucher encore plus en grand. Donc aussi dans une autre langue. Tout ça, tous ces changements, ce sont des changements qui sont en lien, je refais le point avec le début, avec l'intuition, avec le fait qu'avec mon profil atypique, je perçois des choses et que je perçois que c'est le moment. Que c'est le moment pour nous, les atypiques, de vraiment, et je te regarde droit dans les yeux quand je te dis ça parce que ça vient vraiment des tripes, ça vient du cœur, c'est le moment pour nous de vraiment incarner ce pourquoi on est venu. On a été comme endormis dans une société qui nous a demandé de nous formater et ça nous a éloignés de nos capacités. Si tu es comme moi et que tu es curieux ou curieuse, tu vois de plus en plus de trucs qui paraissent étranges. Des gens qui disent qu'ils font de la télékinésie. Avant, ça paraissait un truc un peu comme ça. Là, tu vois des centaines de personnes, des milliers de personnes qui partagent sur Instagram. Alors, on peut se dire que ce sont tous des menteurs, tous des mythos, ok. Des personnes qui se sentent appelées à contribuer autrement. Des personnes qui pratiquent le remote viewing. Se déplacer, voir des choses dans des endroits où on n'est pas allé. Il y a des personnes qui disent, des enfants qui n'ont pas été encore transformés, déformés, qui parlent aux grands-parents qui sont décédés. Tout ça, la dimension physique semble s'effondrer pour certaines personnes. La barrière qu'il y avait entre le réel et l'immatériel commence à se dissoudre progressivement. Qu'est-ce qu'on fait de ces informations?
Pareil, le mindsight, le fait de pouvoir voir sans regarder. Des enfants à qui tu tends un objet, ils te disent c'est bleu, c'est rouge, c'est vert, c'est un carré, c'est rond, qui font des parcours d'obstacles, les yeux bandés, mais avec des trucs où on regarde, on dit non, il n'y a vraiment aucune lumière qui passe, qui arrive à lire, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information n'est pas uniquement là. Et si tu regardes, en fait, oui, l'information, c'est longueur d'onde, fréquence, vibration, information. Et si c'est perceptible par certains de nos sens, ça peut être perceptible aussi au-delà de nos sens, parce que l'information est déjà là. Et donc, tout ça fait un peu se courber la réalité. Et donc, tu as la majorité de la population, des normies, qui disent non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible parce que ça fait s'effondrer ta perception, ta vision de la réalité, tout le monde sur lequel tu t'es reposé. Mais tous les atypiques là qui perçoivent depuis longtemps, les enfants à qui on a dit non, non, c'est pas vrai, tu vois rien, non, faut pas dire ça, etc. et qui ont fermé leurs capacités, qui ont eu des accidents, qui ont eu des expériences de mort imminente, qui ont eu des révélations, qui ont eu peut-être même parfois certains avec de l'ayahuasca ou d'autres trucs, qui ont eu des ouvertures de conscience, expansion de conscience et qui maintenant se disent à qui j'en parle? Ah bah tiens, je vais aller dans un stage développement personnel, dans un truc spirituel, et je peux en parler. Ouais, mais des fois, je vois des gens un peu trop chelous pour moi, un peu trop perchés. Bah, à qui je peux vraiment en parler? Qui peut me croire, etc. En fait, on est de plus en plus nombreux. On est de plus en plus nombreux, et quand tu as une portion aussi élevée de la population, quand tu as des gens qui sont des gens quand même très sérieux, reconnus pour ne pas être non plus fous, on peut plus trop ignorer. Et en fait, ce qui est en train de se passer, à mon sens, c'est comme un monde qui se scinde en deux. Il y a le monde qui est... Alors là, je vais prendre pour le coup un jargon qui est très New Age. Je crois que c'est Dolores Cannon qui est venu avec ce concept de l'ancien monde et le nouveau monde. C'est un petit peu comme si tu as un monde qui fonctionne avec un ancien paradigme, le paradigme du mental, il n'y a que ce que je vois, etc. Et qui euh, sombre dans cette espèce d'aveuglement, paradoxalement, parce que ne regarder qu'avec les yeux, c'est être relativement aveugle. Et puis une population euh, qu'on a un petit peu comme une chasse aux sorcières, qu'on a un peu, on va dire, discriminé, ou à qui on a, voilà, on va dire, mais tu t'es fou, tu racontes n'importe quoi, etc. Qui aujourd'hui se rend compte que, puis avec Internet, ah ben en fait, il y a plein de personnes comme moi. Puis en fait, il y a carrément des chaînes YouTube avec des dizaines de milliers, centaines de milliers, millions de personnes qui ont la même expérience que moi. Donc, soit on est tous fous, auquel cas, plus on est de fous, plus on rit, soit il y a autre chose qui se passe. Et donc, moi, je sens que je ne peux plus faire abstraction de ça. Non pas que j'ai fait abstraction de ça, parce que j'estime que j'ai quand même plutôt incarné ces dernières années cette expérience de j'accepte mes capacités extrasensorielles, je les utilise dans ce que je fais, je les mets au service de mes clients, je les mets au service de plus grands que moi, je les mets au service de ma famille. Et donc, c'est quelque chose qui est réel. C'est réel pour moi. Attention, je ne peux pas en faire une vérité. Ma réalité ne passe que par mes filtres, mais c'est réel pour moi. Et c'est réel pour bien d'autres personnes. Donc, pour moi, à partir du moment où j'ai ressenti ça, je me suis dit, je ne peux pas faire comme avant. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste par le fait aujourd'hui de me dire, et c'est le dernier sujet que je veux aborder, je vais l'aborder en moins de 10 minutes pour que la vidéo dure un peu moins d'une heure, idéalement. C'est pour ça que je ressens l'appel, même si j'ai fait une thèse sur l'intelligence artificielle et les objets connectés il y a plus de 20 ans. J'ai commencé à travailler dessus il y a beaucoup plus que 20 ans. Donc, autant vous dire que je suis quand même très convaincu des apports de l'intelligence artificielle et que je l'utilise. Pour autant, je ressens l'appel de mettre sur du durable. Je me suis racheté un Sony Walkman, j'ai repris un appareil photo argentique, ce que j'avais arrêté, puisqu'à l'époque, il y a une vingtaine d'années, je développais aussi mes propres photos dans un labo auquel j'avais accès, c'était génial. Reprendre le temps, euh, reprendre des processus qui sont des processus plus longs, mais où on va mettre plus de notre cœur, c'est-à-dire que quand je vais aller sur 24 pauses là-dessus, croyez-moi que c'est pas comme les gigas que j'ai dessus que je regarde jamais. Ce sont des photos que je vais probablement imprimer. Ce sont des photos que je vais prendre le temps de faire, dans lesquelles je vais mettre une intention qui est différente.
Je ne m'oppose pas à l'évolution technologique et c'est là où justement je me réclame du métamodernisme. Or si dans la période, on va dire, moderniste, les courants, on va dire, du modernisme, on était plutôt sur, l'évolution va tout changer, c'est génial, voilà, il y aura accès à tout, la santé, la nourriture, le machin en abondance et c'est génial et tout ne sera que positif, tout sera que meilleur. Suite à ça, on a vu tout ce que ça a apporté et donc on est tombé dans l'ère du postmodernisme. Le postmodernisme, c'est, une forme de cynisme et même de nihilisme en disant, bah, tu vois, soi-disant alors c'est des personnes comme Banksy, qui vont montrer tous les travers et les affres de la société de consommation, du consumérisme. Et donc, on a eu toute cette vague. Moi, j'ai grandi avec ces artistes, ces auteurs qui, justement, étaient très critiques par rapport à la société de consommation dans ce courant postmoderniste où on se dit, bah, on a cru qu'on achetait l'évolution et en fait, on a acheté une régression. On s'est acheté un enfer et on est en train de courir à notre perte. Et ça a donné une forme de nihilisme qui aussi peut nous faire sombrer dans quelque chose d'extrêmement... se dire au final, mais à quoi bon? À quoi bon vivre dans un monde comme ça? À quoi bon continuer? À quoi bon faire des enfants? Et moi, je me réclame plutôt du métamodernisme. C'est le métamodernisme, c'est ce courant qui va relier les opposés. Je peux être spirituel, extrêmement spirituel, et accepter les plaisirs du matérialisme. Je peux réussir à me détacher complètement de l'argent pour être inspiré par une grande vision et en même temps apprécier d'en avoir pour pouvoir faire différentes choses, contribuer, avoir accès à mon confort. Pouvoir à la fois, je dirais, bah, si je prends l'IA, de me dire que l'IA c'est génial, ça va aider pour plein de maladies et je peux l'utiliser pour donner accès à mes compétences à des personnes qui ne peuvent pas se les payer et en même temps être critique par rapport à ça et apporter plus de ma présence dans des cadres où la présence fait toute la différence. Et c'est pour ça que il faut avoir cette compréhension-là pour lire des personnes comme moi. Parce qu'en fait, tu pourrais me traiter d'hypocrite. Ah ouais, mais d'un côté, tu favorises l'humain et le vivant, mais de l'autre côté, tu plébiscites l'IA. Et c'est justement ça, pour moi, le problème, c'est quand on est uniquement dans des extrêmes. Quand on est uniquement dans des extrêmes, on ne peut pas, et ou quand on se positionne pas en se disant ah je sais pas, bah tout est bien, c'est ni l'un ni l'autre. Le métamodernisme duquel je me réclame, c'est accepter les paradoxes, c'est savoir tenir les paradoxes, c'est savoir vivre dans le paradoxe, de dire je peux vouloir le meilleur pour mes enfants grâce à la technologie, et en même temps, je peux être ultra méfiant de la technologie et leur donner toutes les compétences de pouvoir se débrouiller sans technologie. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas la technologie est mal ou la technologie c'est un sauveur. C'est pas le modernisme ou le postmodernisme, c'est le métamodernisme. Donc moi, en tout cas, c'est de ce courant dont je me réclame et pour me comprendre, il faut comprendre ça, il faut comprendre le fait que je suis un paradoxe vivant parce que les êtres humains sont un paradoxe vivant parce que j'ai dû vivre aussi moi-même, au cœur de ma chair vit le paradoxe. Je suis noir. On va dire, allez, si on doit faire des pourcentages, à 90%, entre 90 et 95%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'identifie comme personne noire. Si on dit, tiens, les blancs, vous allez à gauche, les noirs, vous allez à droite, je ne m'identifierai jamais comme blanc. Combien même j'ai pu avoir des bénéfices, des avantages d'une bonne partie des personnes occidentales et occidentales blanches, et j'ai énormément de gratitude pour ça. J'ai peut-être souffert moins que certains de mes amis ou camarades qui sont beaucoup plus noirs que moi, et j'ai aussi de la gratitude pour ça, et beaucoup de compassion pour ce qu'ils ont vécu qui est aussi réel. Et je ne peux pas nier voilà, ce qui s'est passé pour chacun. En revanche, et c'est là où je voulais en venir, l'idée, c'était pas juste de parler de couleurs, c'est simplement de dire que dans cette logique de justement de prendre de la hauteur, d'accepter les paradoxes, je suis en moi un paradoxe. C'est-à-dire que je suis d'origine guyanaise.
Je suis clair de peau. Ça veut dire que dans ma lignée, il y a forcément eu un violeur et un violé. Il y a forcément eu un bourreau et une victime. Il y a forcément eu un meurtrier et quelqu'un, en tout cas, qui a vu les siens mourir. Il y a forcément eu un exilé et quelqu'un qui a poussé à l'exil. Il y a forcément eu, et ça je le sais dans mon histoire des Aloukou, du côté de ma grand-mère, donc il y a forcément eu l'histoire d'un combattant d'un côté pour oppresser et d'un combattant pour se défendre. Donc en moi, je porte le paradoxe. Et quand je parle justement d'authenticité radicale, pour moi, être radicalement authentique, c'est honorer ça. C'est honorer cette combativité. Quand j'ai envie de baisser les bras, je me dis, ok, ça c'est l'ego qui a peur. C'est l'ego qui est petit. Je suis issu de lignées d'esclaves, mais pas que. Je suis issu aussi des bourreaux et qui se sont expatriés pour pouvoir croire en une vision. Selon elles, était peut-être juste, peu importe, mais je suis aussi issu de ça. Et je dois accepter ces paradoxes en moi. Pas les rejeter, pas accepter juste le côté esclave. Et avant même d'avoir été esclave, mes ancêtres n'ont pas été que des esclaves. Ça a été aussi des populations qui ont prospéré. Donc tout ça, pour moi, c'est accepter aujourd'hui que tout ça, alors, j'avais prévenu dans la vidéo que ça partirait dans différents sens. Mais aujourd'hui, ce que je crée dans ma manière d'accompagner, dans ma manière de vouloir faire du marketing aussi, parce que le marketing de hey, regarde à quel point je fais des gros chiffres, j'ai plein de gros chiffres dans mon gros slip, tout ça, pour, pour moi, c'est tellement. Quand je vois des gens faire ce marketing, je me dis, mais oui, mais ce marketing, ça touche une catégorie de personnes. C'est pas la catégorie de personnes que je veux toucher. Et bien sûr que si on regarde les théories de ce qu'il faudrait faire, il y a plein de trucs que je ne fais pas. Et pourtant, mon business tourne. Et pourtant, je pense que c'est la seule année là depuis 2014-2015. C'est la seule année. J'ai pas encore. Bon, là, on est qu'au mois d'août, donc on verra. Mais pour l'instant, par rapport aux décisions que je prends, etc., je risque de stagner en termes de chiffre d'affaires, voire même de faire un petit peu moins que l'année dernière. Sinon, je n'ai fait que faire plus de chiffre d'affaires d'année en année. Donc, ça veut dire quelque part que ma manière de faire, elle fonctionne. Peu importe ce que je fais, mais ça fonctionne. Euh, donc, pour moi, c'est extrêmement inconfortable. Mais la direction que je prends, c'est cette direction. Je pense qu'on doit se positionner. Voilà. Si j'ai un message, c'est si tu te retrouves dans un profil sensible, atypique, que tu sens que tu as quelque chose de beaucoup plus grand, de grâce, positionne-toi. Parce que là, c'est un petit peu comme les Avengers, réunissez-vous. Là, on doit se réunir. On doit servir quelque chose de plus grand. Mes enfants, ils me font passer des petits messages sous la porte par écrit. Euh, on doit se retrouver, on doit se soutenir, on doit œuvrer ensemble et il faut accepter qu'il y aura des pertes. Les pertes, c'est quoi? C'est accepter que l'ancien monde dans lequel on vivait, les anciens paradigmes qui ont fait qu'on a pu faire de l'argent, etc., qu'on va devoir s'en détacher pour faire d'autres choses. Alors, autre chose, chacun avec ce à quoi il se sent appelé. Moi, je me sens appelé autant à faire du beau qu'à faire du profond. Toucher les âmes, toucher les cœurs, et pas juste oui, je peux t'aider à gagner plus d'argent. C'est une conséquence, une des conséquences, mais c'est pas la seule conséquence. Toucher les âmes, toucher les êtres qui a dans une autre dimension, d'où le fait de le faire aussi en anglais. Première chose. Deuxième chose, c'est de faire du beau. Le beau n'a aucune utilité si ce n'est de d'honorer justement le vivant. La nature fait du beau, elle fait de l'inutile. Quand on danse, quand je vais dans un endroit où je vois autant de personnes danser, je me dis, t'imagines, autant de personnes qui font quelque chose qui n'a pas d'utilité directe, mais qui rend tout le monde heureux et qui c'est palpable, l'aura que ça envoie. Donc, voilà la direction que je prends. Je continuerai à faire des vidéos où je
je parle progressivement de mes évolutions, de ce que je fais, de pourquoi je le fais, de à quoi je me sens appelé. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'ai fait plein de fois. C'est juste que j'applique les méthodologies que je sais fonctionner pour accompagner des personnes, pour m'accompagner moi dans ces challenges-là. Si jamais il y a quelque chose qui a résonné pour toi, n'hésite pas, tu peux tout à fait commenter sous cette vidéo ou m'envoyer un message sur Facebook et je serai ravi de pouvoir échanger avec toi parce que ce sont des sujets sur lesquels j'aime discuter. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo et j'ai tenu dans moins d'une heure. Magnifique.